Le Guet des Orfèvres est le 15e tome des Annales du Disque-Monde de Terry Pratchett. J'avais enregistré la lecture intégrale de ce roman en 2017 et je souhaite aujourd'hui la partager à davantage de personnes. Le roman est composé de multiples parties qui ne sont pas véritablement des chapitres et qui peuvent faire de quelques lignes à plusieurs dizaines de pages. À l'époque, j'avais enregistré chacune de ces parties d'une traite. Je n'ai pas souhaité retravailler le montage, il y aura donc des petites reprises dans certains paragraphes. Pour indiquer le passage d'une partie à la suivante, vous pourrez entendre ce bruit de cloche. Je vous remercie d'avance pour votre bienveillance. Bonne écoute! Elle avait toujours du mal à se rappeler, après coup, à quoi le monde ressemblait quand elle se trouvait dans une certaine condition, comme disait pudiquement sa mère. Par exemple, elle se rappelait des visions d'odeurs. Les rues et les bâtiments, ils étaient toujours là bien sûr, mais se réduisaient à un fond monochrome et terne sur lequel les sons, et oui, les odeurs, se détachaient en lignes brillantes de feux colorés et en nuages de fumée elle aussi colorée. C'était ça l'ennui. Là que ça pêchait. Elle ne trouvait pas les mots ensuite pour décrire ce qu'elle avait entendu et flairé. Si on voyait une 8e couleur spécifique, un bref instant, et qu'on voulait la décrire une fois revenu dans le monde des 7 autres, on aboutirait à un genre de violet verdâtre. L'expérience ne se transmet pas facilement entre espèces. Parfois, mais pas très souvent, Angoisse estimait très chanceuse de profiter des 2 mondes. Et durant les 20 minutes qui suivaient une transformation, elle gardait toujours les sens plus aiguisés, si bien que le monde luisait dans chaque gamme sensorielle comme un arc-en-ciel. Ces seuls instants valaient le détour. Il existait une grande variété de loups-garous. Certains devaient simplement se raser toutes les heures et porter un chapeau qui leur recouvrait les oreilles. Ceux-là passaient pour à peu près normaux. Mais Angoisse les reconnaissait quand même. Un loup-garou repérait un congénère dans une rue noire de monde, à cause d'une lueur dans les yeux. Et toutes sortes d'autres détails permettaient évidemment à qui avait le temps de les identifier. Les loups-garous avaient tendance à vivre seuls et optaient pour une profession qui ne les mettait pas en contact avec les animaux. Ils s'inondaient de parfums et d'après-rasage et se montraient d'ordinaire très délicats question régime alimentaire. Ils tenaient des agendas dans lesquels ils soulignaient soigneusement à l'encre rouge les phases de la lune. La campagne ne valait rien pour un loup-garou. Au premier imbécile de poulet qui manquait à l'appel, on l'inscrivait en tête de liste des suspects. De l'avis général, la ville restait préférable. En tout cas, Angoisse trouvait cette existence pénible. Elle embrassa d'un coup plusieurs heures de la vie de la rue de l'Orme. La peur du malfrat traçait une ligne orange qui se décolorait avec la distance. La piste de carottes, un nuage vert pâle en expansion, dont certains reflets laissaient deviner une légère inquiétude. S'y ajoutaient des touches de vieux cuir et de produits d'entretien pour armure. D'autres pistes, faibles ou puissantes, sillonnaient la rue en tous sens, dont une qui empestait le vieux tapis de cabinet. « Salut la chienne !» fit une voix derrière elle. Elle tourna la tête. Gaspod n'avait pas meilleure allure, vu par des yeux de canidé, sauf qu'il occupait le centre d'un nuage d'odeurs mêlées. « Oh, c'est toi !»« Ouais !» fit Gaspod en se grattant fébrilement. Il lui lança un regard rempli d'espoir. « C'est juste histoire de demander, tu comprends, comme ça on sera débarrassé. Pour les apparences, pour le je sais pas quoi comme qui dirait, mais j'imagine que j'ai aucune chance de te renifler le... » « Aucune. C'était juste histoire de demander, je voulais pas te froisser. » Angoisse fronça le museau. « Comment ça se fait que tu sentes si mauvais ? Je veux dire, tu puais déjà quand j'étais humaine, mais maintenant ?» Gaspod se rengorgea. « Pas mal, hein ?» fit-il. « Mais c'est pas arrivé tout seul. J'ai potassé la question. Si t'étais un vrai chien, ce serait comme un après-rasage du tonnerre. Au fait, va te falloir un collier, ma petite. Personne t'embête quand t'as un collier. » « Merci. »
Une question avait l'air de chiffonner Gaspode. T'arraches pas les cœurs, dis. Sauf si j'en ai envie, répondit Angois. D'accord, 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 répliqua aussitôt Gaspode. Où tu vas ? Il lança ses pattes arquées dans un trot dandinant afin de rester à la hauteur d'Angois. Reniflait du côté de chez Cogne-Jarret. Je ne t'ai pas demandé de venir. J'ai rien d'autre à faire. L'entrecôte sort pas ses poubelles avant minuit. Tu n'as pas de maison où aller ? Demanda Angois, alors qu'il passait sous un éventaire de saucisses frites. Une maison ? Moi ? Une maison ? Ouais. Évidemment, tiens, no problemo. Des rires de gosse, une grande cuisine, 3 repas par jour, un chat rigolo de voisin à courser, ma couverture et mon coin près du feu, c'est un vieux toutou, mais on l'adore, etc. Pas de problème. C'est juste que j'aime me balader dehors. Seulement je constate que toi tu n'as pas de collier. L'est tombé. Ah oui ? À cause du poids de tous les faux diamants. Sûrement. On me laisse faire ce que je veux. Je vois ça. Des fois je rentre pas pendant des jours et des jours. Ah oui. Des semaines même. Sûrement. Mais ils sont toujours contents de me revoir quand je reviens. J'ai cru t'entendre dire que tu dormais à l'université, fit Angois, tandis qu'ils esquivaient une charrette dans la rue du Givre. L'espace d'un instant, Gaspode eut l'odeur hésitante, mais il se ressaisit magnifiquement. Ouais, d'accord, reconnut-il. Ben, tu sais ce que c'est, les familles, tous les gamins qui te prennent dans les bras, qui te refilent des biscuits et autres cochonneries, les gens qui te caressent à tout bout de champ. Ça finit par porter sur le système, alors je dors souvent à l'université. Ah oui. Plus souvent qu'à mon tour, je dois l'avouer. Vraiment ? Gaspode laissa échapper un petit gémissement. Faut faire gaffe, tu sais. Une jeune chienne comme toi risque de gros pépins dans cette ville de chiens. Ils étaient arrivés à l'embarcadère de bois derrière l'atelier de Cogne-Jarret. Comment tu... Angois ne termina pas sa question. Elle sentait un mélange d'odeurs, mais une surtout qui dominait les autres avec le mordant d'une scie. Des feux d'artifice ? Et la peur, fit Gaspode, beaucoup de peur. Il flaira les planches. Une peur d'homme, pas de nains. Ça se reconnaît quand c'est des nains, à cause de leur régime au rat, tu vois ? Burk. Ça devait être drôlement sérieux pour que ça sente encore aussi fort. Moi, je sens un homme et un nain, dit Angois. Ouais, un nain mort. Gaspode colla son museau buriné sous la porte et renifla bruyamment. Y a autre chose, fit-il, mais va savoir avec le fleuve tout près, elle reste. Y a de l'huile et de la graisse et toutes sortes de... Hé, où tu vas ? Gaspode se lança au trot à la suite d'Angois qui reparta vers la rue du Givre, la truffe à ras du sol. Je suis la piste. Pourquoi faire ? Il va pas te dire merci, tu sais. Qui ça ? Ton petit copain ? Angois s'arrêta si brusquement que Gaspode lui rentra dedans. Tu veux dire le caporal Carotte ? Ce n'est pas mon petit copain. Ah ouais ? Je suis un chien, pas vrai ? J'ai du flair, pas vrai ? Les odeurs, ça ment pas. Les phéromornes. Ce bon vieux truc d'alchimie sexuelle. Je ne le connais que depuis 2 nuits. Ah ah ! Ça veut dire quoi, ah ah ? Rien, rien, y a pas de mal à ça, n'importe comment. Il n'y a pas de ça qui pourrait être mal. D'accord, d'accord, mais il y aurait tout de même pas de mal, fit Gaspode qui ajouta en vitesse, s'il y en avait un. Tout le monde l'aime bien, le caporal Carotte. Oui, hein, reconnut Angois, dont les poils se recouchèrent. Il est très sympathique. Même Gros Fido lui a seulement mordu la main quand Carotte a voulu le caresser. Qui c'est, Gros Fido ? L'aboyeur en chef de la guilde des chiens. Les chiens ont une guilde, les chiens à d'autres. Non, sérieux. Les autorisations de visite des poubelles, les coins à bains de soleil, les permanences d'aboiement de nuit, les droits de reproduction, les roulements pour les hurlements et tout quanti, tout le bâtard, quoi. La guilde des chiens, railla Angois d'un grognement. Ben voyons. Cours après un rat dans la mauvaise rue, tu verras si je mens. T'as de la veine que je sois là. Sans moi, tu te retrouverais vite dans le pétrin. Il risque gros, le chien qui est pas membre de la guilde, dans le patelin.
Une chance pour toi de m'avoir rencontré. Tu es un chien important dans la guilde, j'imagine. Je suis pas membre, répondit Gaspode d'un air suffisant. Comment tu fais pour rester en vie alors? Je sais réagir à la patte levée, moi. De toute façon, Gros-Fido me laisse tranquille. J'ai le pouvoir. Quel pouvoir? T'occupe. Gros-Fido, c'est un ami. Mordre le bras de quelqu'un qui te caresse, je ne trouve pas ça très amical. Ah ouais? Le dernier qui a voulu caresser Gros-Fido, on n'a récupéré que sa boucle de ceinture. Oui? Et dans un arbre. Où on est? Y a même pas d'arbre dans le coin. Quoi? Gaspode huma l'air ambiant. Son museau déchiffrait la ville un peu à la manière des semelles expertes de Vimer. Jonction de l'avenue Scoun et de Prout, dit-il. La piste s'efface. Elle se mélange à beaucoup trop de choses. Angois flaira ici et là un moment. Quelqu'un était venu à l'atelier, mais trop de monde avait brouillé la piste. L'odeur forte restait présente, mais réduite au niveau de soupçons dans le fouillis des effluves contradictoires. Elle prit conscience d'un relent puissant de savon de plus en plus proche. Elle le reconnaissait car elle l'avait remarqué plus tôt, mais sous son enveloppe de femme, et ce n'était alors pour elle qu'un léger parfum. Sous sa forme de quadrupède, elle avait l'impression que l'odeur noyait le monde. Le caporal Carotte marchait dans la rue, l'air songeur. Il ne regardait pas où il allait, mais il n'en avait nul besoin. On s'écartait du caporal Carotte. C'était la première fois qu'elle le voyait par ses yeux de canidé. Bon sang, comment les gens ne remarquaient-ils rien? Il se déplaçait dans la ville comme un tigre dans les herbes hautes, ou comme un ours axlandais dans la neige, comme s'il ne faisait qu'un avec le décor. Gaspode jeta un regard en coin. Angois, assis sur son derrière, fixait intensément le caporal. « T'as la langue qui pend, dit-il. Hein? Bah quoi? Et alors? C'est normal? Je suis essoufflé. Ha! Ha! Carotte les aperçut et s'arrêta. Tiens, mais c'est le petit bâtard, dit-il. Ouah, ouah, fit Gaspode, dont la queue hypocrite se mit à remuer. À ce que je vois, toi au moins t'as une petite copine en tout cas, dit le caporal, qui lui tapota la tête, puis s'essuya machinalement la main sur sa tunique. Et c'est une femelle magnifique, ma parole, ajouta-t-il. Un chien loup du bélier, si je ne m'abuse. Il caressa Angois d'un geste vaguement amical. Ah bon, fit-il. Ce n'est pas comme ça que le travail va avancer, pas vrai? Ouah, ouah, Jean, donne un biscuit au toutou, dit Gaspode. Carotte se redressa et se tâta les poches. Il me reste un bout de biscuit, je crois. Dis donc, je parierais que tu comprends tout ce que je raconte. Gaspode fit le beau et attrapa facilement le biscuit. Ouah, ouah, la fête, dit-il. Carotte lui lança le même regard un brin intrigué que tout le monde quand il disait ouah au lieu d'aboyer, adressa un signe de tête à Angois, puis reprit sa route vers l'avenue Scoun et la demeure de dame Ramequin. Ça, fit Gaspode en croquant bruyamment le biscuit rassis, c'est un chouette petit gars. Une âme simple, mais chouette. Ouais, il est simple, hein, dit Angois. C'est la première chose qui m'a frappé chez lui. Il est simple. Et tout le reste est si compliqué. Il te faisait des yeux de merlan frit tout à l'heure. J'ai rien contre les yeux de merlan frit, remarque, s'ils sont frais. T'es dégoûtant. Ouais, mais moi au moins, je garde la même forme tout au long du mois, sans vouloir t'offenser. Tu cherches à te faire mordre? Oh ouais, j'ai mis Gaspode. Ouais, tu vas mordre. Ah. Oh oui, là, tu me flanques vraiment la trouille. Mais réfléchis un peu. J'ai un tas de maladies de chien, et je survis uniquement parce que ces saletés se battent entre elles. J'ai même le liche-haine. Une maladie qu'attrape seulement les brebis pleines. Alors vas-y, mords-moi, change ma vie. À chaque pleine lune, des poils et des crocs jaunes vont me pousser d'un coup et je marcherai à quatre pattes. Oui, c'est sûr, ça va drôlement me changer de ma situation actuelle. Sans rire, ajouta-t-il. Je suis dans une mauvaise passe, rayon système pileux. Alors peut-être, tu vois, pas une grosse morsure, mais peut-être que si tu me mordillais, la ferme. Toi au moins, tu as une petite copine, avait dit Carotte, comme s'il avait quelque chose en tête.
Un petit coup de langue même. La ferme. Tout ce désordre, c'est entièrement la faute de Vétérini, dit le duc d'Éorle. Ce monsieur n'a aucune classe. Et comme de juste, nous nous retrouvons aujourd'hui avec une ville où les épiciers ont autant de poids que les barons. Il a même laissé les plombiers former une guilde. C'est contre nature, à mon humble avis. Ce serait moins grave s'il donnait une manière d'exemple de vie mondaine, fit dame Omnius. Ou s'il gouvernait, ajouta dame Sélachie. On dirait que le peuple peut tout se permettre. Je reconnais que les rois d'autrefois n'étaient pas nécessairement à notre goût vers la fin, dit le duc d'Éorle. Mais ils représentaient au moins quelque chose, à mon humble avis. Nous avions une ville décente en ce temps-là. Le peuple était plus respectueux et restait à sa place. Le peuple faisait honnêtement son travail quotidien et ne paraissait pas du matin au soir. Nous n'ouvrions certainement pas les bras à la première racaille venue. Et nous avions bien sûr des lois, n'est-ce pas, capitaine ? Le capitaine Samuel Vimer fixa d'un regard vitreux un point situé quelque part à l'écart et au-dessus de l'oreille gauche de son interlocuteur. De la fumée de cigare restait en suspens dans la salle, presque immobile. Vimer se rendait vaguement compte d'avoir passé plusieurs heures à trop manger en compagnie de gens qu'il n'appréciait pas. L'odeur des rues humides et le contact des pavés sous ses semelles de carton lui manquaient. Un plateau de boissons de dessert tournait, comme sur orbite, autour de la table, mais Vimer n'y avait pas touché parce que ça énervait Sibylle. Et qu'elle s'efforçait de ne pas le montrer, ce qui l'énervait, lui, encore davantage. Les effets du constricteur s'étaient dissipés. Il avait horreur d'être à jeun. Il se mettait immanquablement à réfléchir. Les idées se bousculaient déjà dans sa tête pour se faire une place, entre autres celle qu'un noble à vie n'existait pas. Il n'avait pas une grande pratique des riches et des puissants de ce monde, normal pour un flic. Ces gens-là n'avaient pas moins de penchants coupables que les autres couches de la société, mais les délits qu'ils commettaient dépassaient en général tellement le niveau moyen de la criminalité qu'il restait hors de portée des hommes mal chaussés en cotte de mailles rouillées. Être propriétaire d'une centaine de taudis ne constituait pas un délit, mais habiter dans l'un d'eux, si, ou presque. Être un assassin, la guilde n'en parlait jamais, mais le fils ou la fille d'un noble disposait déjà d'un atout sérieux pour son admission, ne constituait pas un délit non plus. Quand on avait assez d'argent, on ne commettait pas vraiment de crimes, seulement des peccadilles pour s'amuser. Et de nos jours, on ne voit plus partout que nains arrogants, trolls et individus grossiers, dit dame Sélachie. On trouve davantage de nains à Ankh-Morpork en ce moment que dans aucune de leurs propres villes, si c'est ainsi qu'ils appellent leurs trous. Qu'en pensez-vous, capitaine ? Demanda le duc d'Éorle. Le capitaine Vimer prit une grappe de raisin et se mit à la tourner et la retourner entre ses doigts. Le problème ethnique actuel. On a un problème ethnique ? Ma foi, oui, tenez, le chemin de la carrière. Des bagarres y éclatent toutes les nuits. Et ils n'ont absolument aucune notion de religion. Vimer examinait la grappe dans ses moindres détails. Il avait envie de dire « Évidemment qu'ils se bagarrent, ce sont des trolls. Évidemment qu'ils se tabassent à coups de gourdin. Leur langue est essentiellement corporelle, et disons qu'ils aiment crier. En fait, le seul qui pose vraiment des problèmes à tout le monde, c'est ce salaud de Chrysoprase, et uniquement parce qu'il singe les hommes et qu'il apprend vite. Quant à la religion, les dieux trolls se tapaient dessus avec des massues 10 000 ans avant même qu'on renonce à vouloir manger des cailloux. Mais le souvenir du nain mort remua dans sa tête un fond de perversion. Il reposa la grappe dans son assiette. « C'est sûr, dit-il. À mon sens, il faudrait rassembler ces salauds d'impies et les virer de la ville à la pointe de nos lances. » Il y eut un instant de silence. « C'est tout ce qu'ils méritent, ajouta-t-il. « Exactement, ils ne valent guère mieux que des bêtes, fit dame Omnius. Vimer la soupçonnait de se prénommer Sarah.
Vous avez remarqué leurs grosses têtes, reprit le capitaine. Ça n'est vraiment que du roc, de tout petits cerveaux. Et moralement, bien sûr, fit le duc d'Éorle. Suivit un murmure de vague approbation. Vimer tendit la main en direction de son verre. Vilquin, je crois que le capitaine Vimer ne désire plus de vin, fit dame Ramequin. Faux, répliqua Vimer avec entrain. Et tant qu'on y est, qu'est-ce que vous pensez des nains? Je ne sais pas si vous avez noté, fit le duc d'Éorle, mais on voit assurément beaucoup moins de chiens qu'avant. Le regard de Vimer se perdit dans le vide. C'était vrai, cette histoire de chien. Lui aussi se disait qu'il y en avait beaucoup moins à traîner ces temps-ci, pas de doute. Il avait rendu visite à quelques bars de nains en compagnie de Carotte, et savait qu'il leur arrivait effectivement de manger du chien, mais seulement quand ils ne trouvaient pas de rats. Et 10 000 nains pourvus d'un bon coup de fourchette, de couteau et de pelle, qui mangeraient 24 heures sur 24, n'arriveraient pas à écorner la population ratière d'Ankh-Morpork. C'était une constante dans les lettres que les nains envoyaient au pays. Venez tous et n'oubliez pas la moutarde. Vous avez remarqué leur petite tête, réussit-il à dire. Un volume crânien très réduit sûrement. Le fait est là, et les mesures parlent d'elles-mêmes. Et on ne voit jamais leurs femmes, fit dame Sarah Omnius. Je trouve la chose très louche. Vous savez ce qu'on raconte au sujet des nains, ajouta-t-elle mystérieusement. Vimer soupira. Il se doutait bien qu'on voyait leurs femmes tous les jours, seulement elles ressemblaient en tout point à leurs compagnons mâles. Quiconque connaissait les nains savait ça, non? Et ils sont malins, les petits démons, fit dame Sélachie, l'esprit aussi affûté qu'une bonne lame. Vous voyez, dit Vimer en secouant la tête, vous voyez, voilà ce qui me fout le plus en l'air, non? Ils sont incapables de la moindre pensée rationnelle et en même temps vachement rusés. Seul Vimer aperçut le regard que dame Ramequin lui décocha. Le duc d'Éorle écrasa son cigare. Ils s'installent et ils prennent le pouvoir, et ils travaillent sans arrêt comme des fourmis, aux heures où des gens normaux devraient dormir. Ce n'est pas naturel. Vimer fit tourner le commentaire dans sa tête et le compara à celui entendu plus tôt à propos du peuple qui travaillait honnêtement la journée. Eh bien, il y en a un qui travaillera moins dur, fit dame Omnius. Ma servante m'a appris qu'on en avait repêché un dans le fleuve ce matin. Sans doute une espèce de guerre tribale, quelque chose dans ce goût-là. Ah, en tout cas, c'est un début, dit le duc d'Éorle en riant. Mais un de plus, un de moins, personne ne verra la différence. Vimer eut un sourire radieux. Il y avait une bouteille de vin à portée de sa main, malgré les efforts discrets de Vilquin pour la subtiliser. Le goulot paraissait inviter ses doigts à se refermer dessus. Il sentit un regard posé sur lui. Il leva les yeux sur le visage d'un homme qui le fixait de l'autre côté de la table et dont la dernière contribution à la conversation avait été « Auriez-vous l'amabilité de me passer les condiments, capitaine ?» Le visage n'offrait rien de remarquable en dehors du regard, un regard parfaitement calme et vaguement amusé. Vimer reconnut le docteur Crucial. Il eut la nette impression qu'on lisait dans ses pensées. « Samuel !» La main de Vimer s'arrêta à mi-chemin de la bouteille. Vilquin se tenait debout à côté de sa seigneurie. « Il semble qu'un jeune homme te demande à la porte, » fit dame Ramequin, le caporal Carotte. « Bon sang, voilà qui est passionnant !» lâcha le duc d'Éorle. « Vient-il nous arrêter, à votre avis ?» Ah, fit Vimer. Le duc d'Éorle donna un coup de coude à son épouse. « J'imagine qu'un crime se commet quelque part, dit-il. »« Oui, fit Vimer, tout près, je pense. » Carotte fut introduit, son casque respectueusement coincé sous le bras. Il parcourut des yeux la noble compagnie, se passa une langue nerveuse sur les lèvres et salua. Tout le monde le regardait. Il était difficile de ne pas remarquer Carotte dans une salle. On trouvait des gens plus grands que lui en ville. Il ne dominait pas son environnement. Il donnait seulement l'impression, sans le vouloir, de le déformer. Tout ce qui l'entourait passait au second plan. « Repos, caporal !» ordonna Vimer. « Quoi de neuf, je veux dire ?» ajouta-t-il aussitôt, connaissant le caporal et sa compréhension hasardeuse du langage imagé. « Quelle est la raison de ta présence ici à une heure pareille ?»
J'ai quelque chose à vous montrer, mon capitaine. Mon capitaine, je crois que ça vient des assassins. On va parler de tout ça dehors, hein, le coupa Vimer. Pas un muscle du docteur Crucial n'avait tressailli. Le duc d'Éorle se carra dans son fauteuil. Eh bien, je dois l'avouer, je suis impressionné, dit-il. J'ai toujours pris les gardes pour une bande d'incompétents, mais je constate que vous répondez à l'appel du devoir à toute heure. Toujours sur la brèche contre le crime, hein? Oh oui, fit Vimer, le crime, oui. Il accueillit la fraîcheur du couloir ancestral comme une bénédiction. Il s'adossa contre le mur et loucha sur le bout de carton. Fousi? Vous disiez avoir vu quelque chose dans la cour, vous savez, commença Carotte. C'est quoi ça, Fousi? Peut-être que quelque chose n'était pas dans le musée des assassins et qu'on a mis ce carton à la place, suggéra Carotte. Vous savez, comme retirer pour nettoyage ou fou, tulcan pour soins intensifs. Fousi, quoi. Ça se fait dans les musées. Non, je crois. D'ailleurs, qu'est-ce que tu t'y connais en musée? Oh bah, mon capitaine, fit Carotte, j'en visite de temps en temps, mes jours de congé. Celui de l'université, évidemment, et le seigneur Vétérini me permet de me promener dans celui de l'ancien palais. Et puis il y a ceux des guildes, on me laisse presque toujours rentrer si je demande gentiment, et le musée des nains du côté de la rue du Givre. Ah bon, ils ont un musée? Lâcha un Vimer intéressé malgré lui. Il avait parcouru 1 millier de fois la rue du Givre. Oui, mon capitaine, dans la ruelle Tourniquet. Tiens donc, qu'est-ce qu'il contient? Beaucoup de spécimens intéressants de pain de nain, mon capitaine. Vimer réfléchit un moment. Ce n'est pas important pour l'instant, dit-il. De toute façon, ton explication, je n'y crois pas. Pourtant, si, il y a un musée rue Tourniquet, mon capitaine, insista Carotte. Pour cette histoire de Fousi, je veux dire. Il donnait des chiquenaudes à la carte entre ses doigts. Il faudrait être fou pour cambrioler la guilde des assassins, dit-il. Oui, mon capitaine. La colère avait dissous les vapeurs d'alcool. Une fois de plus, il sentait, non pas un frisson, ce n'était pas le mot juste, plutôt une impression. Il ne savait pas encore de quoi il s'agissait, mais il sentait que quelque chose l'attendait. Samuel Vimer, qu'est-ce qui se passe? Dame Ramequin referma la porte de la salle à manger derrière elle. Je t'ai observé, dit-elle. Tu as été très grossier, Sam. J'ai pourtant fait des efforts. Le duc d'Éorle est un très vieil ami. Ah bon? Je le connais depuis longtemps, disons. Je ne supporte pas ce bonhomme en réalité. Mais tu l'as ridiculisé. Il se ridiculisait tout seul. Je lui ai donné un coup de main, c'est tout. Mais je t'ai souvent entendu dire des obscénités sur les nains et les trolls. C'est pas pareil, moi j'ai le droit. Si un troll lui marchait dessus, cet imbécile ne saurait même pas que c'en est un. Oh, si, il le saurait si un troll lui marchait dessus, dit obligeamment Carotte. Certains pèsent jusqu'à... Qu'est-ce qui se passe de si grave alors? Demanda Dame Ramequin. On cherche celui qui a tué Joufflu, répondit Vimer. L'expression de Dame Ramequin changea instantanément. C'est différent, évidemment, dit-elle. De monstres pareils, il faudrait les fouetter en public. Pourquoi ai-je dit ça? Songea Vimer. Peut-être parce que c'est vrai. Le Fousi disparaît. Aussitôt après, un petit nain artificier se fait balancer dans le fleuve avec un méchant courant d'air à la place de la poitrine. Tout ça est lié. Maintenant, il ne me reste qu'à trouver le lien en question. Carotte, est-ce que tu peux retourner avec moi chez Cogne-Jarret? Oui, mon capitaine, pourquoi? Je veux jeter un coup d'œil à cet atelier. Et cette fois, j'ai un nain avec moi. Mieux que ça, ajouta-t-il tout bas. J'ai le caporal Carotte. Tout le monde l'aime bien, le caporal Carotte. Vimer écoutait la conversation qui se débitait monotone en nain. Carotte avait l'air de prendre l'avantage, mais tout juste. Le clan se soumettait, non pas pour obéir à la voix de la raison ou à la loi, mais parce que, c'était Carotte qui demandait. Le caporal finit par relever les yeux. Il était assis sur un tabouret de nain et ses genoux lui encadraient la tête. Vous devez comprendre, voyez, qu'un atelier de nains, c'est très important. D'accord, dit Vimer, je comprends. Et vous êtes un grand,
Pardon? Un grand, plus grand qu'un nain. Ah. L'atelier d'un nain, c'est comme... c'est comme l'intérieur de ses vêtements, si vous voyez ce que je veux dire. Ils sont d'accord pour que vous jetiez un coup d'œil si je suis avec vous, mais vous ne devrez toucher à rien. Ça leur plaît pas beaucoup, mon capitaine. Un nain, peut-être Madame Cogne-Jarret, tendit un trousseau de clés. Je me suis toujours bien entendu avec les nains, fit Vimer. Ça leur plaît pas, mon capitaine. Ils croient pas qu'on fera grand-chose de bon. On fera de notre mieux. J'ai pas traduit la phrase correctement. Ils nous croient pas bons à grand-chose. Ils cherchent pas à nous enfoncer, mon capitaine. Ils croient seulement qu'on nous laissera pas aller bien loin, mon capitaine. Ouille! Pardon, mon capitaine, dit Carotte qui marchait en L inversée. Après vous, attention la tête. Ouille! Il faudrait peut-être mieux vous asseoir et moi je vais jeter un coup d'œil. L'atelier, tout en longueur, évidemment bas de plafond, se terminait par une deuxième petite porte à l'autre bout. Un grand établi trônait sous une lucarne. Contre le mur d'en face, on voyait une forge et un râtelier d'outils, ainsi qu'un trou. Un gros morceau de plâtre s'était détaché à mi-hauteur et des lézardes rayonnaient depuis la brique éclatée par-dessous. Vimer se pinça l'arête du nez. Il n'avait pas trouvé le temps de dormir de la journée. Encore un souci. Il allait devoir s'habituer à dormir dans le noir. Il ne se rappelait pas quand il avait dormi la nuit pour la dernière fois. Il renifla. « Je sens une odeur de feu d'artifice, dit-il. Ça vient peut-être de la forge, fit Carotte. De toute façon, les trolls et les nains ont tiré dans toute la ville. Vimer hocha la tête. D'accord, fit-il. Bon, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un a cogné très fort dans le mur ici, dit Carotte. Ça a pu arriver n'importe quand. Non, mon capitaine, parce qu'il reste de la poussière de plâtre par terre et un nain garde toujours son atelier propre. Vraiment? Coucou. Des armes diverses, certaines à demi terminées, encombraient des râteliers à côté de l'établi. Vimer attrapa les 3/4 d'une arbalète. Il faisait du bon boulot, dit-il. Très fort question mécanisme. Connu pour ça, confirma Carotte en farfouillant au hasard sur l'établi. Beaucoup de doigté. Il fabriquait des boîtes à musique comme passe-temps. Incapable de résister à un défi mécanique. Qu'est-ce qu'on cherche au juste, mon capitaine? Pas sûr. Alors ça, c'est de la bonne. Vimer brandissait une hache de guerre dont le poids l'obligeait à fléchir le bras. Un entrelac de lignes gravées à l'eau forte couvrait la lame. Elle devait représenter des semaines de travail. Par l'arme de tout le monde, hein? Oh non, fit Carotte, c'est une arme funéraire. Ça, sûrement. Non, je veux dire, elle est faite pour être enterrée avec un nain. Chaque nain est enterré avec une arme. Vous savez, pour qu'il l'emporte. Là où il va. Mais c'est du travail superbe. Et elle a une lame affûtée comme... Ah! Vimer se suça le doigt, comme un rasoir. Carotte avait l'air scandalisé. Évidemment! Ce serait risqué pour lui de les affronter avec une arme de mauvaise qualité. Les affronter qui? Tous les dangers qu'il rencontrera durant son voyage après la mort, répondit un brin maladroitement le caporal. Ah! Vimer hésita. Il ne se sentait pas à l'aise sur ces questions-là. C'est une tradition ancienne, expliqua Carotte. Il me semblait que les nains ne croyaient pas aux diables, démons et autres du même acabit. C'est vrai, mais on n'est pas sûr que eux soient au courant. Oh. Vimer reposa la hache et saisit un autre objet au râtelier. Un chevalier en armure d'une 20aine de centimètres de haut. Une clé lui sortait du dos. Le capitaine la tourna et faillit tout lâcher lorsque les jambes du modèle réduit se mirent à bouger. Il le posa par terre et le chevalier marcha d'un pas raide en agitant son épée. Il marche un peu comme Colomb, non? Dit Vimer. Comme une mécanique. C'est le truc à la mode, fit Carotte. Monsieur Cogne-Jarret est un spécialiste. Vimer hocha la tête. On cherche n'importe quoi qui ne devrait pas être ici, dit-il. Ou qui devrait y être, mais qui n'y est pas. Est-ce qu'il manque quelque chose?
Difficile à dire, mon capitaine, c'est pas là. Quoi? Tout ce qui manque, mon capitaine, répondit consciencieusement Carotte. Je veux dire, fit Vimer sans s'énerver, tout ce qui n'est pas là qu'on s'attendrait à trouver. Ben, il avait tous les outils habituels, et de bons outils en plus. Quel dommage tout de même. Comment ça? On va les fondre évidemment. Vimer contempla les râteliers de marteaux et de limes soigneusement rangés. Pourquoi? Un autre nain ne pourrait pas s'en servir? Hein? Se servir des outils d'un autre? La bouche de Carotte se tordit de dégoût, comme si on lui avait proposé de porter le vieux short du caporal chic. Oh non, c'est pas bien. Je veux dire, ça fait partie de lui. Je veux dire, quelqu'un qui les reprendrait après lui, qui s'en est servi pendant des années, je veux dire, Burke. Vraiment? Le chevalier mécanique passa sous l'établi. Ce serait mal, fit Carotte. Dégoûtant. Oh! Vimer se releva. Mon capi! Ouille! Attention la tête, pardon. Se frottant le crâne d'une main, Vimer explora de l'autre le trou dans le plâtre. Il y a quelque chose là-dedans, dit-il. Passe-moi un de tes ciseaux. Le silence lui répondit. Un ciseau, s'il te plaît. Si ça peut te mettre à l'aise, on essaye de trouver qui a tué M. Cogne-Jarret, d'accord? Carotte prit l'outil, mais vraiment à contre-cœur. C'est le ciseau de M. Cogne-Jarret, ça, dit-il d'un ton de reproche. Caporal Carotte, tu vas arrêter une seconde d'être un nain? Tu es un garde. Et passe-moi ce putain de ciseau. La journée a été longue, merci. Vimer fit levier sur la brique et un disque irrégulier de plomb lui tomba dans la main. Lance-pierre? Dit Carotte. Pas la place ici, répondit Vimer. Et puis comment ça a bien pu s'enfoncer autant dans le mur? Il glissa le disque dans sa poche. Bon, on dirait qu'on a fait le tour, dit-il en se redressant. On ferait bien, aïe, de récupérer le soldat mécanique, tu t'en occupes? Mieux vaut éviter de laisser le bazar. Carotte tâtonna dans l'ombre sous l'établi. On entendit un froissement. « Il y a un bout de papier là-dessous, mon capitaine. » Il réapparut en agitant une petite feuille jaunie. Vimer l'examina, les yeux plissés. « Pour moi, ça veut rien dire, annonça-t-il enfin. C'est pas du nain, je le sais. Mais ces symboles, j'ai déjà vu ces trucs-là. Ou quelque chose d'approchant. » Il rendit le papier à Carotte. « Je ne sais pas quoi faire de ça. Et toi ?» Carotte plissa le front. « Moi, je peux en faire un chapeau, dit-il, ou un bateau, ou alors une espèce de chrysanthème. Les symboles, je veux dire, ces symboles-là. Je sais pas, mon capitaine. Mais j'ai l'impression d'en avoir déjà vu. Ça ressemble à de l'écriture d'alchimiste? Oh non !» Vimer se plaqua les mains sur les yeux. Pas ces bons dieux d'alchimistes. Oh non, pas cette foutue bande de marchands de feux d'artifice complètement tarés. Les assassins passent encore, mais pas ces imbéciles. Non, pitié. Quelle heure il est? Carotte jeta un coup d'œil au sablier accroché à sa ceinture. Environ 11h30, mon capitaine. Alors je vais me coucher. Ces bouffons peuvent attendre jusqu'à demain. Tu me ferais un grand plaisir si tu me disais que ce papier appartenait à Cogne-Jarret. M'étonnerait, mon capitaine. Moi aussi. Viens, on va sortir par la porte de derrière. Carotte se glissa par l'ouverture. « Attention la tête, mon capitaine !» Vimer, presque à genoux, s'arrêta et fixa l'encadrement de la porte. « Eh ben, caporal, fit-il enfin, on sait que ce n'est pas un troll qui a fait le coup, on dirait. 2 raisons. Primo, un troll ne passerait pas par cette porte conçue pour les nains. Et l'autre raison, mon capitaine ? » Vimer retira délicatement quelque chose d'une écharde sur le linteau de la porte basse. Secundo, Carotte, les trolls n'ont pas de système pileux. Les 2 brins qui s'étaient accrochés aux fibres de la poutre étaient roux et longs. Quelqu'un les y avait perdus par mégarde. Quelqu'un de grand, plus grand qu'un nain en tout cas. Vimer les examina de près. Ça ressemblait davantage à des fils qu'à des cheveux. Des fils rouges très fins. Ah bah, un indice c'était un indice. Il les enveloppa soigneusement dans un bout de papier emprunté au calepin de Carotte et les tendit au caporal. « Tiens, garde ça en lieu sûr.
Ils sortirent à 4 pattes dans la nuit. Un chemin de planches étroit longeait les murs et au-delà s'écoulait le fleuve. Vimer se redressa prudemment. « Je n'aime pas ça, Carotte, dit-il. Je sens quelque chose de louche là-dessous. » Carotte baissa les yeux. « Non, je veux dire, il se passe des choses mystérieuses, rectifia Vimer d'un ton patient. Oui, mon capitaine. On retourne aux orfèvres. » Ils gagnèrent le pont d'airain, ce qui leur prit un certain temps vu que Carotte saluait tous les passants qu'ils croisaient. Les voyous endurcis, dont la réaction normale à une remarque d'un agent du guet se paraphraserait pudiquement par un chapelet de symboles d'ordinaire disponibles sur la rangée supérieure d'un clavier de machine à écrire, se fendaient d'un sourire gêné et marmonnaient quelques mots innocents en réponse à son chaleureux « Bonsoir, Presse-Purée, prenez soin de vous !» Vimer s'arrêta au milieu du pont pour allumer son cigare en grattant une allumette sur un des hippopotames d'ornement. Puis il baissa les yeux sur les eaux turbides du fleuve. « Carotte ? Oui, mon capitaine ? Tu crois que ça existe un esprit criminel ?» On entendit presque Carotte réfléchir à la question. « Quoi, vous voulez dire comme Monsieur Planteur, je me tranche la gorge, mon capitaine ? C'est pas un criminel, lui. Vous avez déjà mangé un de ses pâtés, mon capitaine ? Enfin, oui, mais c'est seulement un déviant géographico-économique. Mon capitaine ? Si tu préfères, il n'est pas du même avis que tout le monde sur la place de certaines choses, comme l'argent. D'après lui, tout l'argent devrait se trouver dans sa poche. Non, je voulais dire... Vimer ferma les yeux, évoqua de la fumée de cigare, du vin à flot et des voix laconiques. Certains individus volaient de l'argent à leurs concitoyens. Très bien, ce n'était que du vol. Mais certains autres, d'un simple mot, leur volaient leur humanité. Ça, c'était autre chose. Le fait était qu'il n'aimait pas lui-même les nains ni les trolls. Mais il n'aimait pas vraiment grand monde. Le fait était qu'il passait ses journées en leur compagnie et qu'il pouvait se permettre de ne pas les aimer. Le fait était qu'aucun imbécile plein de graisse n'avait le droit, lui, de proférer des âneries pareilles. Son regard fixait l'eau. Un des piliers du pont se trouvait juste sous ses pieds. L'ancre, au passage, le léchait en gargouillant. Des débris, billes de bois, branches, détritus, s'étaient amassés pour former une espèce d'île flottante peu ragoûtante. Des champignons poussaient même dessus. Ce qui lui manquait là tout de suite, c'était une bouteille de constricteur. Le monde apparaissait plus net quand on le regardait à travers le fond d'une bouteille. Autre chose lui apparut plus nette. La théorie des signatures, songea Vimer, ainsi que disent les herboristes. Comme si les dieux collaient une étiquette utile sur une plante. Si une plante ressemble à une partie du corps, elle est bénéfique pour les affections propres à cette partie. Il y a la dentaire pour les dents, la splénie pour l'organe splénique, la rate quoi, le casse-lunette pour les yeux. Il existe même un cryptogame du nom de Phallus impudicus, et je ne sais pas ce qu'il soigne, mais Chigard est un spécialiste des omelettes aux champignons. Bon. Alors, soit ce champignon là-dessous est le remède idéal pour les mains, soit... Vimer soupira. Carotte, est-ce que tu pourrais aller chercher une gaffe, s'il te plaît ? Le caporal suivit son regard. Juste à gauche de cette bûche, Carotte. Oh non. Ben si, j'en ai peur. Sors-le de là, trouve qui c'était, fais un rapport pour le sergent Colomb. Il s'agissait d'un clown. Une fois que Carotte eut descendu le pilier et repoussé les débris, le cadavre flotta sur le dos, un grand sourire triste peint sur la figure. « Il est mort !» Contagieux, hein ? Vimer regarda le cadavre grimaçant. « N'ouvre pas d'enquête. Reste en dehors de ça. Laisse cette affaire aux assassins et à ce con de faux-fuyant. Ce sont les ordres. »« Caporal Carotte ? Mon capitaine ? Ce sont les ordres. » Merde, tant pis. Il le prenait pour qui, Vétérini ? Une espèce de soldat mécanique ? On va trouver ce qui s'est passé. Oui, mon capitaine. Quoi qu'il arrive, on va trouver. L'Ancre est sans doute le seul fleuve de l'univers à la surface duquel
les enquêteurs peuvent silhouetter un cadavre à la craie. Cher sergent Colomb, j'espère que vous allez bien. Il fait beau. C'est un cadavre, on l'a repêché hier soir dans le fleuve, mais on ne sait pas qui c'est, sauf qu'il s'appelle Ribouldingue et qu'il est membre de la guilde des fous. Il a reçu un méchant coup derrière la tête et il est resté coincé un certain temps sous le pont, il n'est pas beau à voir. Le capitaine Vimer a dit de trouver des choses. Il a dit qu'il croit l'affaire liée au meurtre de M. Cogne-Jarret. Il a dit que vous devez parler aux fous. Il a dit sans faute. Veuillez aussi trouver ci-joint un bout de papier. Le capitaine Vimer a dit de le montrer aux alchimistes pour observer leur réaction. Le sergent Colomb s'interrompit dans sa lecture, le temps de maudire tous les alchimistes. Parce que c'est un indice incompréhensible. J'espère que vous êtes en bonne santé, votre dévoué, Carotte Fondeur en Ferson, caporal. Le sergent se gratta la tête. Qu'est-ce que ça voulait dire, tout ce bazar ? Juste après le petit déjeuner, 2 bouffons de haut niveau de la guilde des fous étaient venus récupérer le cadavre. Des cadavres dans le fleuve. Bon, ça n'avait rien d'extraordinaire. Mais les clowns ne mouraient pas comme ça d'habitude. Après tout, qu'est-ce qui valait la peine qu'on vole un clown ? Quelle espèce de danger représentait un clown ? Quant aux alchimistes, pas question de... Évidemment, rien ne l'obligeait à s'y rendre lui-même. Il leva les yeux sur les recrues. Fallait bien qu'elle serve à quelque chose. Bourricot et Détritus, salut pas. J'ai un petit boulot pour vous. Allez avec ce bout de papier à la guilde des alchimistes, d'accord ? Et demandez à un de ces cinglés de vous dire ce qu'il peut faire. Où c'est la guilde des alchimistes, cher Jean ? Demanda Bourricot. Dans la rue des alchimistes, pardi, répondit Colomb. Pour l'instant, mais je me magnerai à votre place. La guilde des alchimistes se trouve en face de la guilde des joueurs, d'ordinaire. Parfois elle se trouve au-dessus ou en dessous, où elle pleut en morceaux tout autour. On demande à l'occasion aux joueurs pourquoi ils tiennent à conserver un établissement en face d'une guilde qui fait inopinément sauter ses locaux tous les 2 ou 3 mois, et ils répondent « Vous avez lu l'écriteau sur la porte en entrant ?» Le troll et le nain se dirigeaient donc vers la guilde en se cognant de temps en temps l'un contre l'autre par pur hasard intentionnel. « Et puis, si toi tellement malin, pourquoi il donnait papier à moi ? » ?»« Ah, est-ce que tu peux le lire alors ? Tu peux le lire ? » ?»« Non, je dis à toi le lire. S'appelle des légations. »« Ah, c'est pas lire, c'est pas compter, crétin de troll. »« Pas crétin. »« Ah oui ? Tout le monde sait que les trolls savent même pas compter jusqu'à 4. » Note de bas de page. En fait, les trolls comptent traditionnellement de la façon suivante. 1, 2, 3, beaucoup. Et l'on en déduit qu'ils n'ont aucune notion des grands nombres, parce qu'on ne comprend pas que beaucoup peut représenter un nombre. Par exemple, 1, 2, 3, beaucoup, beaucoup 1, beaucoup 2, beaucoup 3, beaucoup, 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 beaucoup 1, beaucoup, beaucoup 2, beaucoup, beaucoup 3, beaucoup, 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 beaucoup 1, beaucoup, beaucoup, beaucoup 2, beaucoup, beaucoup, beaucoup 3, des tas. Bouffeur de rats. Combien j'ai de doigts, là ? Répond monsieur le gros malin au crâne plein de cailloux. Beaucoup, risqua Détritus. Ah non, 5. Je te vois vachement mal parti lors de la paye. Le sergent Colomb va dire, ce crétin de troll, il sait même pas combien de piastres je lui donne. Ah, comment t'as fait pour lire l'annonce de recrutement, dis donc ? T'as trouvé quelqu'un pour te la déchiffrer ? Et toi, comment fait pour lire annonce ? Trouver quelqu'un pour te soulever ? Ils se cognèrent contre la porte de la guilde des alchimistes. « Je frappe, travaille à moi. »« Non, c'est moi !» Lorsque monsieur Sandivoge, le secrétaire de la guilde, ouvrit la porte, ce fut pour trouver un nain qui s'accrochait au heurtoir, tandis qu'un troll le cognait contre le battant. Il rajusta son casque de protection. « Oui, fit-il. » Bourricot lâcha prise. Les sourcils massifs de Détritus se froncèrent. « Espèce de cinglé, tu fais quoi de ça ?» demanda-t-il. Le regard de Sandivoge passa de Détritus à la feuille de papier. Bourricot se démenait pour contourner le troll qui bouchait presque entièrement l'entrée. « Qu'est-ce qui t'a pris de l'appeler comme ça ?» Sergent Colomb a dit « Je pourrais en faire un chapeau, répondit Sandivoge, ou un chapelet de petits bonshommes si j'avais des ciseaux.
Ce que veut dire mon collègue, monsieur, c'est: pouvez-vous nous aider dans notre enquête au sujet des inscriptions que contient ce prétendu bout de papier qu'on a là? Précisa Bourricot. Ça m'a fait vachement mal. Sandy Vauge le regarda d'un air interrogateur. Vous êtes du guet? Fit-il. Je suis l'agent Bourricot. Et ça, dit le nain en faisant un geste vers le haut, c'est l'agent qu'essaye de l'être, Détritus. Salut. Oh. Il eut un choc sourd, et Détritus s'affaissa sur le flanc. Lui, c'est le commando suicide, fit l'alchimiste. Il va se réveiller d'ici une minute, dit Bourricot. C'est le salut, trop compliqué pour lui. Vous connaissez les trolls. Sandy Vauge haussa les épaules et se concentra sur le papier. M'a pas l'air inconnu, dit-il. Déjà vu ça quelque part. Dites, vous êtes un nain, pas vrai? C'est le nez, hein, fit Bourricot, il me trahit tout le temps. Ma foi, on me demande qu'à rendre service à la communauté, dit Sandy Vauge. Entrez donc. Quelques coups des bottes à bout d'acier de Bourricot ramenèrent Détritus à une semi-conscience. Il emboîta pesamment le pas au secrétaire et au nain. Pourquoi le casque de protection, monsieur? Demanda Bourricot, alors qu'il suivait le couloir. Des coups de marteau retentissaient tout autour d'eux. La guilde était souvent en reconstruction. Sandy Vauge roula des yeux. Les boules, répondit-il. Des boules de billard, plus exactement. J'ai connu un gars qui jouait comme ça, fit Bourricot. Oh non, monsieur Goldouin vise très bien. Ce serait même plutôt ça l'ennui. Bourricot regarda encore le casque de protection. C'est l'ivoire, vous voyez? Ah, fit Bourricot qui ne voyait pas. Les éléphants? De l'ivoire sans les éléphants, de l'ivoire transmuté. Une entreprise commerciale sans risque. Je croyais que vous vous intéressiez à l'or. Ah oui, bien sûr, vous savez tout sur l'or, vous autres, fit Sandy Vauge. Oh oui, fit Bourricot en méditant sur le « vous autres ». On trouve, fit Sandy Vauge d'un air songeur, que l'or, c'est un peu compliqué. Vous essayez depuis combien de temps? 300 ans. Ça fait long. Mais on travaille sur l'ivoire depuis seulement une semaine et ça marche du tonnerre, dit aussitôt l'alchimiste. À part quelques effets secondaires qu'on corrigera sûrement bientôt. Il ouvrit une porte d'une poussée. Elle donnait sur une grande salle qu'encombrait l'attirail habituel, des fourneaux mal ventilés et des rangées de creusets brouillonnants. On reconnaissait même un alligator empaillé. Des choses flottaient dans des bocaux. Le tout baignait dans une odeur d'espérance de vie réduite. On avait cependant déménagé une grande partie du matériel afin de libérer un espace pour une table de billard. Une demi-douzaine d'alchimistes l'entouraient, l'air prêt à prendre leurs jambes à leur cou. C'est la 3e fois cette semaine, fit Sandy Vauge, la mine sombre. Il désigna de la tête une silhouette penchée sur une queue de billard. Monsieur Goldouin, commença-t-il. Silence, on joue, fit l'alchimiste en chef en louchant sur la boule blanche. Sandy Vauge lança un coup d'œil au marqueur de points. 21 points, fit-il. Ma parole, on a peut-être ajouté la bonne quantité de camphre à la nitrocellulose, après tout. On entendit un petit claquement. La boule blanche frappée par la queue roula, rebondit sur la bande, puis accéléra. De la fumée blanche s'en échappa alors qu'elle fonçait sur un groupe innocent de boules rouges. Goldouin secoua la tête. Instable, dit-il. Couchez-vous. Tout le monde se baissa, en dehors des 2 agents du guet, l'un étant en quelque sorte déjà baissé d'origine et l'autre en retard de plusieurs minutes sur les événements. La boule noire décolla sur une colonne de feu, passa dans un sifflement au ras de la figure de Détritus, suivie d'une traînée de fumée sombre, puis fracassa une fenêtre. La boule verte resta sur place en toupillant sauvagement sur elle-même. Les autres se carambolaient en tous sens, à l'occasion prenaient feu d'un coup ou percutaient les murs. Une rouge atteignit Détritus entre les 2 yeux. L'effet la ramena sur la table où elle disparut dans la blouse du milieu avant d'exploser. Puis ce fut le silence, en dehors d'un accès de toux de temps en temps. Goldouin apparut à travers la fumée grasse et d'une main tremblante déplaça d'un cran la marque des poings du bout calciné de sa queue de billard. « 1, annonça-t-il. Bon, retour au creuset. Que quelqu'un commande une autre table de billard.
Excusez-moi, dit Bourricot en lui donnant un petit coup sur le genou. Qui est là? En dessous. Goldouin baissa les yeux. Oh, vous êtes un nain? Bourricot posa sur lui un regard dénué d'expression. Et vous êtes un géant? Fit-il. Moi, bien sûr que non. Ah, alors je dois être un nain, oui. Et ça, c'est un troll derrière moi. Détritus se mit à ce qui ressemblait à un garde-à-vous. On est venu voir si vous pouviez nous dire ce qu'il y a sur ce papier, fit Bourricot. Ouais, confirma Détritus. Goldouin regarda la feuille. Oh oui, fit-il. Un truc au vieux Léonard, ça. Et alors? Léonard? Répéta Bourricot. Il lança un regard mauvais à Détritus. Écris-moi ça, lui jeta-t-il sèchement. Léonard de Quirm, dit l'alchimiste. Bourricot avait toujours l'air perdu. Jamais entendu parler de lui? Demanda l'alchimiste. Je dois dire que non, monsieur. Je croyais que tout le monde connaissait Leonardo da Quirm. Un peu fêlé, mais en même temps un génie. C'était un alchimiste? Écris-moi ça, écris-moi ça. Détritus cherchait autour de lui, d'un regard trouble, un bout de bois brûlé et un mur à portée de main. Léonard? Non. Il n'appartenait à aucune guilde, ou alors à toutes, j'imagine. Il avait pas mal la bougeotte. Il bricolait, si vous voyez ce que je veux dire. Non, monsieur. Il peignait un peu, il s'amusait avec des machins mécaniques, n'importe quoi. Même un marteau et un burin, songeait Détritus. Ça, poursuivit Goldouin, c'est une formule pour... autant que je vous le dise, c'est plus tellement un grand secret. C'est une formule pour ce qu'on appelait la poudre numéro 1. Soufre, salpêtre et charbon de bois. On s'en sert dans les feux d'artifice. Le premier imbécile venu pourrait la fabriquer. Mais ça paraît bizarre parce que c'est écrit à l'envers. Ça m'a l'air important, souffla Bourricot au troll. Oh non, il écrivait toujours à l'envers, fit Goldouin, pour vous dire s'il était bizarre, mais tout de même très fort. Vous n'avez pas vu son portrait de Mona Hogg? Je crois pas. Goldouin tendit le parchemin à Détritus qui loucha dessus comme s'il savait ce que ça voulait dire. Peut-être pourrait-il écrire là-dessus, songea-t-il. Les dents du portrait vous suivent tout autour de la salle. Étonnant. En fait, certains prétendent qu'elles les ont même suivies dehors et jusqu'à l'autre bout de la rue. Je crois qu'on devrait parler à monsieur d'Aquirm, fit Bourricot. Oh, rien ne nous en empêche, sûrement, dit Goldouin. Mais il ne sera peut-être pas en mesure de vous écouter. Il a disparu il y a 2 ans. Ensuite, quand j'aurai trouvé avec quoi écrire, songea Détritus, faudra que je trouve quelqu'un pour m'apprendre la technique. Disparu, comment? Demanda Bourricot. On croit, répondit Goldouin en se penchant plus près, qu'il a trouvé un moyen de se rendre invisible. Non. Parce que, poursuivit l'alchimiste en hochant la tête avec une mine de conspirateur, personne ne le voit plus. Ah, dit Bourricot. Tout ça me passe un peu au-dessus de la tête, vous comprenez bien, mais j'imagine qu'il n'a pas pu s'en aller tout bonnement quelque part où vous le voyez pas. Non, pas dans le style du Léonard, ça. Il ne disparaîtrait pas, mais il pourrait s'escamoter. Oh. Il était un peu dérangé, si vous voyez ce que je veux dire. La tête trop pleine de cervelle. Ah, je me souviens, il a eu un coup l'idée de produire des éclairs à partir de citrons. Eh, Sandy Vosges, vous vous rappelez le Léonard et ses citrons à éclairs? Sandy Vosges se tapa plusieurs fois la tempe d'un doigt. Oh oui. On enfonce des tiges de cuivre et de zinc dans le citron et hop, on obtient un éclair domestiqué. Quel idiot ce type! Oh, pas idiot, fit Goldouin en ramassant une boule de billard miraculeusement rescapée des détonations. Mais tellement affûté du cerveau qu'il se coupait à tout bout de champ, comme dit ma grand-mère. Des citrons à éclairs. Quel intérêt? C'est aussi ridicule que sa machine à voir dans le ciel. Je lui ai dit, Léonard que je lui ai dit, à quoi servent les mages, hein? Il existe une magie parfaitement classique pour obtenir ce genre de choses. Des citrons à éclairs. La prochaine fois, on aura droit à des gus avec des ailes. Et vous savez ce qu'il a répondu? Il a répondu, c'est marrant que vous me parliez de ça. Le pauvre vieux. Même Bourricot se mit à rire avec les autres. Et vous avez essayé? Demanda-t-il ensuite. Essayez quoi? Fit Goldouin. Ha ha ha! S'esclaffa Détritus qui peinait à la traîne du peloton. De mettre les tiges de métal dans les citrons. Soyez pas ridicule tout de même. Cette lettre, elle veut dire quoi? Fit Détritus en montrant le papier.
Ils l'examinèrent. Oh, c'est pas un symbole, répondit Goldouin. C'est seulement une manie du vieux Léonard. Il griffonnait tout le temps en marge. Et que je te griffonne, et que je te griffonne du bout de son crayon. Je lui disais, vous devriez vous appeler Monsieur l'agité du bout. Je croyais que c'était de l'alchimie, avoua Bourricot. Ça ressemble un peu à une arbalète, mais sans l'arc. Et ce mot, Isuophel, qu'est-ce que ça veut dire? Allez savoir. On dirait du barbare. Bon, si c'est tout, monsieur l'agent, on a des recherches sérieuses à poursuivre, fit Goldouin en jetant en l'air la boule de faux ivoire avant de la rattraper. On n'est pas du tout des rêveurs comme ce pauvre vieux Léonard. Isuophel, répéta Bourricot en tournant la feuille. Le fousi. Goldouin rata sa boule. Bourricot se réfugia derrière des détritus juste à temps.